Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cet exercice de décryptage de l'actualité de la semaine écoulée. Je reçois ce dimanche soir Dr Eugène Alosoukpo, analyste politique. Eugène Alosoukpo, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs. Sergino Lokossou, journaliste, analyste politique, producteur de contenu média à la primeur. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux téléspectateurs. Sacrifions à la tradition en démarrant avec la revue de presse hebdomadaire, Revue Hebdo. La force militaire de la CEDEAO au Niger pour restaurer le pouvoir Bazoum n'est qu'une solution parmi tant d'autres. Elle n'est même pas prioritaire, mais elle est toujours d'actualité. La motivation essentielle des organes de la CEDEAO, selon Patrice Talon, c'est de protéger le droit, protéger les droits de l'homme, protéger la démocratie et la bonne gouvernance pour l'intérêt et le développement de nos pays. Et l'engagement du Bénin dans le règlement de la crise au Niger s'explique à plusieurs égards. Toute instabilité au Niger ne manquera pas d'avoir des répercussions importantes sur le Bénin au regard de leurs relations. Selon le quotidien de service public, le Bénin intègre les valeurs et principes de la communauté qui, depuis la création de l'institution, restent immuables. Ces principes étant de la subsidiarité, la complémentarité, la coopération et la solidarité. Surtout qu'un peu plus que les autres pays, il a intérêt qu'il y ait une stabilité politique au Niger, estime la nation. D'ailleurs, aussi bien pour le Bénin que pour la sous-région, le Niger constitue un pôle stratégique en matière de commerce et d'exportation, encore que le coup militaire intervient au lendemain de la fin de la construction du pipeline entre les deux pays, une infrastructure majeure qui porte de grands enjeux pour la coopération bilatérale. Comment alors ne pas comprendre la position de la CEDEAO qui, avec les moyens légaux dont elle dispose, tente de siffler une fois pour de bon la fin de la pagaille, s'interroge Fraternité. Rétablir l'ordre constitutionnel au Niger est en effet un impératif si l'on veut éviter la propagation de cette gangrène dans l'ensemble de notre sous-région, si l'on ne veut pas assister à la transformation de l'Afrique de l'Ouest en une jungle où règne la loi du plus fort ou du plus armé. C'est donc tout à l'honneur du Bénin de prendre sa part de feu dans ce combat, renchérit le quotidien. Et maintenant, que retenir de la deuxième réunion des chefs d'état-major à Accra? Premier constat à l'ouverture de ce sommet, les absences remarquées des chefs d'état-major du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau qui ont décliné l'invitation en raison de leur opposition à l'idée de l'emploi de la force. Ces absences s'ajoutent à celles plus attendues des chefs d'état-major du Niger, du Burkina, de la Guinée et du Mali, rapporte Fraternité. L'opération militaire à écouter le chef d'état-major du Ghana est désormais décidée. Nous allons accomplir notre tâche dans un chronogramme raisonnable, aurait-il ajouté. Selon les différents médias qui ont relayé les échos de la réunion d'Accra, dans la même veine, le commissaire chargé des affaires publiques de la CEDEAO déclare que les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest sont prêtes à répondre à l'appel du devoir contre l'inflexibilité des militaires au pouvoir. Il explique que la force en attente a déjà assez d'hommes pour une opération, qu'elle possède des ressources propres, que le soutien financier des pays occidentaux n'est même pas obligatoire, même si cette aide serait la bienvenue. Enfin, l'ouverture de ce sommet a également consisté en une longue pédagogie pour répondre à toutes les critiques sur ces choix de la CEDEAO, jugés belliqueux et très risqués, ajoute Fraternité. Les commentaires et observations vont bon train et dans tous les sens. Récemment, dans sa déclaration, le parti Restaurer l'espoir de Kandi Dazanaï condamne tout coup d'État, quel que soit le type du coup de force qui en est le moyen et quelle que soit la motivation et le statut des auteurs. Toutefois, l'ancien ministre délégué auprès du président Patrice Talon, chargé de la défense nationale, désapprouve avec la dernière vigueur la CEDEAO pour sa décision qui préconise le recours à la force armée et suggère à l'organisation de laisser les affaires nigériennes aux Nigériens. Le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger est un différend interne à ce pays indépendant et qui concerne au premier chef son État souverain et ses citoyens. Le seul principe que recommande le parti Restaurer l'espoir est celui de la non-ingérence, écrit le parti. Selon Kandi Dazanaï et les siens, la CEDEAO n'est pas un État fédéral. Elle n'a de ce fait aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États membres, à l'exception de ceux prévus par son traité révisé et des protocoles additionnels y relatifs, comme le rapporte l'événement précis. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook le mardi 15 août 2023, l'ancien ambassadeur Moïse
Kérikou estime de son côté que cette crise met en lumière une CEDEAO grippée et confrontée à une série de crises. Par ailleurs, l'ancien diplomate entend, à travers une série de réflexions objectives, apprécier ces changements sous forme de différents articles intitulés Panafricanisme et intégration, la création des États modernes en Afrique, le lourd héritage colonial, la démocratie à l'épreuve des coups de force et l'histoire bégaye mais ne se répète pas, rapporte l'événement précis. L'Union islamique du Bénin, dans un communiqué en date du 14 août, appelle à la levée des sanctions économiques prises contre le Niger, relève le Télégramme. L'UIB souligne, selon le quotidien, les enseignements tirés des situations complexes des pays tels que la Libye, le Yémen, le Soudan, l'Irak, la Syrie, où les interventions militaires ont engendré davantage de souffrances. Dans ce contexte sous-régional, le COJEM citoyen appelle à une réflexion profonde et objective sur la question du septennat unique qui pourrait être un gage de stabilité politique et de développement des peuples africains. La préservation des acquis de développement constitue une préoccupation majeure pour le cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement et au militantisme citoyen. Ayant capitalisé des prouesses notables sur le terrain du développement cette décennie, le Bénin se doit de préserver ses acquis via une innovation constitutionnelle, estime ce Creuset qui préconise le septennat unique comme socle. Renforcement des instances dirigeantes des partis au Bénin qu'en 2026 bouscule le landerneau politique. Les prochains challenges électoraux ne seront pas une partie de billard, encore moins un dîner de gala, quoique paraissant encore loin, 2026 semble déjà faire bouger le landerneau politique béninois. Si pour l'heure, les suscitations de candidatures reste la grosse actualité qui annonce le signal des prochaines élections. Les partis politiques ont quant à eux choisi de huler leur rouleau compresseur, constate le matinal. Selon La Nation, Diogbenou engage le parti Union progressiste Le Renouveau pour les prochains défis. Le parti a procédé à la dissolution du présidium au terme de ses assises consacrées à la modification des statuts et à l'installation de nouvelles instances. L'enjeu aujourd'hui, c'est le rassemblement. Un parti qui ne rassemble pas ne peut pas prétendre rassembler le pays. Un parti qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas solliciter la confiance du pays, aurait déclaré le président de la haute direction politique, lui-même selon le quotidien de service public. Pour le matinal, l'UP Le Renouveau marche plutôt sur les traces du bloc républicain. Le remodelage politique intervenu au sein du parti Union progressiste Le Renouveau sonne comme une réponse au bloc républicain qui a ouvert le bal de cette reconfiguration des instances politiques au sein des partis. En effet, lors de la réunion de son bureau politique le samedi 3 juin 2023, le parti du cheval blanc cabré au Bénin a connu des changements significatifs. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. L'Indépendant, Wilfried Humbedi affirme que dans la logique de l'institution ouest-africaine, il ne s'agit nullement d'une guerre de la CEDEAO contre le peuple du Niger. La Nation, taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans, le Bénin dans le top 10. Matin libre, cantine scolaire, le gouvernement déjà essoufflé, point d'interrogation. La Croix du Bénin, 50 ans de sacerdoce du père Jean-Benoît Yambodé, apôtre zélé de la formation des prêtres. La Nation, taux de couverture et qualité des services, un audit lancé sur les réseaux mobiles au Bénin. C'était donc à l'instant, Revue Hebdo, une présentation de Marcel Arossi. Le décor est ainsi campé pour la deuxième rubrique de l'émission 7 jours au Bénin. Eugène Alosukpo, pour vous qui êtes spécialiste des questions parlementaires, quel sens revêt pour vous cette reconfiguration à la tête de l'Union progressiste Le Renouveau? C'est une option qui est propre à ce parti-là, qui est le premier au Bénin au thème des élections de janvier 2023, les législatives pour être plus précis. C'est un parti qui, en nombre de députés, est le premier aujourd'hui. Et lorsqu'on est premier, il faut s'y maintenir. Donc, certainement, c'est dans cette option que les responsables de l'Union progressiste Le Renouveau ont décidé de restructurer leur formation politique avec l'innovation de la création d'une haute direction politique. Et lorsque j'ai vu les attributions de cette haute direction technique, eh bien, il s'agit essentiellement de gérer le parti,
d'accomplir sereinement les missions qui sont celles du parti. Vous savez généralement que vous avez des bureaux politiques qui sont très larges dans les partis politiques. Tout le monde a envie d'être dans les bureaux politiques, mais tout le monde ne travaille pas pour le bon fonctionnement du parti. Donc la haute direction technique est venue comme... haute direction politique. La haute direction politique est venue comme une structure d'activation du parti. Structure d'activation parce que cette haute direction, pour ce que j'ai lu du communiqué final, dépend de la direction exécutive nationale. La direction exécutive nationale, c'est aussi une structure large. Donc, il s'agit essentiellement de quelques personnalités du parti qui sont membres de cette haute direction politique qui ont pour mission de gérer au quotidien le parti politique. Et le président de cette haute direction n'est personne d'autre que le professeur Joseph Diaguenou, avec comme vice-président la vice-présidente de la République, Madame Talata. Et donc, c'est une autre façon de voir les choses. Et n'oublions jamais que les perspectives prochaines, c'est capital. Notamment les élections générales de 2026. On va y revenir. C'est Juno Lokosso, une haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Qu'est-ce qui va désormais changer fondamentalement, à votre avis? Je crois que pas grand-chose, il faut le dire, parce que c'est vrai que les enjeux, c'est 2026. Il faut le dire. Une haute direction à côté du bureau exécutif, moi je pense que cet organe, pour ma part, a des objectifs flous. Parce que je me dis, est-ce qu'on a véritablement besoin d'une autre direction du parti politique? C'est vrai qu'on sait que ce parti est le premier et que ne veut pas se satisfaire de sa position de premier parti, veut travailler pour maintenir sa position. C'est vrai que les enjeux sont là, c'est 2026, mais moi je crois que fondamentalement, il ne s'agira pas forcément de créer encore une autre direction qualifiée de haute. Cela ne vient pas est nihilo, c'est sûr que c'est à partir de certaines considérations, de certains paramètres, qu'à la tête du parti, on a dû opérer cette mue. Je ne refuse pas, on a opéré, mais c'est toujours le premier dirigeant du parti qui va gérer. Et on nous dit maintenant que le bureau exécutif sera constitué de 300 personnes. On ne connaît pas pour le moment les noms, la liste de ces 300 personnes. Pas le bureau politique, le bureau politique. Le bureau politique, pardon. Maintenant, ce que moi je dis, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours les mêmes. On fait du neuf avec du vieux. Ce sont les mêmes personnages qu'on voit. Et donc moi je pense que fondamentalement, ce qui devrait changer, c'est la tête, c'est les personnes qu'il faut changer. Parce que on sait que dans ce parti politique, ce sont les mêmes. C'est une association de partis qui a donné... On ne change pas l'équipe qui gagne. Je ne refuse pas. Mais pourquoi rêvez-vous forcément de changement à la tête de l'Union progressiste? Il y a des jeunes qui émergent. Je ne dis pas qu'on change la tête, mais il y a des jeunes qui émergent. Au sein de ces instances, il faut placer des jeunes pour qu'on n'ait pas à retrouver les mêmes, pour que les mêmes ne siègent pas. Parce que c'est vrai que 2026, ce sont les élections générales. Et il faut véritablement travailler. Et moi, je dis, c'est vrai qu'il faut changer la tête, c'est vrai qu'il faut restructurer le parti, c'est vrai qu'il faut faire un certain nombre de choses, mais quand même, il faut faire la part aux jeunes. Et c'est très important. Eugène Alosopo, n'est-il pas précoce de vouloir changer pour changer? Non, moi je ne m'attendais pas à ce que ça soit une autre personnalité qui soit le responsable de cette haute direction politique. On ne peut pas permettre une multiplicité ou une multiplication des pôles de décision dans un parti politique. Un parti politique qui a l'ambition d'aller de façon serrée aux échéances prochaines. Donc, il ne devait avoir quelqu'un, on dit la haute direction politique. Et on ne peut pas admettre qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ne soient pas. Donc, il est de bon ton, à mon avis, que ce soit le président de l'UPR qui soit le premier responsable de cette haute direction. Maintenant, il est à constater que l'UPR n'a pas eu les résultats escomptés aux législatives de 2023. Ils auraient pu avoir bien les trois. Ils avaient estimé qu'ils pouvaient avoir les 3 quarts des 109 députés. Ça n'a pas été le cas. Et donc,
lorsqu'on décide de faire des innovations, c'est certainement qu'on a tiré les conclusions des errements, des erreurs qu'on a commis de par le passé. Donc, on ne peut pas empêcher l'innovation, on ne peut pas permettre. Et puis, le président Diogbenou n'a pas encore fait tout son temps à la tête du parti parce qu'il y a les tests du parti. Et avant d'instaurer cette haute direction politique, ils ont dû retoucher au statut du parti. Ils ont fait les choses dans les normes, etc. Il n'y a pas encore eu de grande divergence. C'est vrai que l'UPR, quand on voit la masse de partis politiques, la masse de personnes à l'intérieur, on a l'impression que c'est une machine trop lourde à traîner. Et lorsque ceux-là, face à la réalité des choses, constatent qu'on peut trouver d'autres mécanismes, par exemple installer une redirection pour mieux diriger le parti, on ne peut pas les en accuser. L'essentiel, nous avons encore 2 années et demie, 3 années devant nous pour constater que cette innovation apportée à l'UPR est la meilleure. Sinon, la concurrence politique est là et 2026, d'autres partis de la mouvance de l'opposition ont envie d'être le premier du pays. Alors, que reprochez-vous à cette haute direction politique alors que tout a été fait conformément au TS et au statut qu'il a fallu toiletter? Fondamentalement, moi, je ne reproche rien à cette haute direction du parti, mais je dis au sein des instances du parti, je souhaiterais qu'on donne également la part, qu'on fait la part belle aux jeunes également, que les jeunes puissent également faire leur expérience. C'est ce que je dis, parce que ce sont les mêmes que nous retrouvons. Je ne sais pas si le président du parti est un vieux. Non, en fait, le président du parti n'est pas un vieux, il a fait avec les vieux. Donc, il faut véritablement que, au-delà du président, dans les instances du parti, ce n'est pas seulement la direction qui constitue le parti, il y a beaucoup d'autres instances qui constituent ce parti-là. Il faut quand même faire la part belle aux jeunes parce que c'est aussi une affaire de leadership, de charisme, d'expérience, de bagage aussi, c'est justement de bagage, mais également de base. Il faut l'ajouter parce que le parti politique, c'est un ancrage. Parce qu'il faut le parti ait un ancrage un peu partout sur le territoire national. Et pour le faire, il faut faire confiance, il faut mettre des jeunes et qui ont des ancrages dans leur département au sein de ces instances-là. C'est très important ce que je dis. Ça peut paraître un peu flou ce que je dis, mais ce que je dis est plus que vrai. Parce que quand vous rentrez dans les circonscriptions électorales, quand on laisse le parti, c'est pas seulement à Cotonou, c'est pas seulement la haute direction, c'est également d'autres structures à la base. Et donc, il faut que dans ces structures, dans ces instances du parti, qu'on retrouve des jeunes, qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est ce que moi je dis. J'ai constaté dans le bureau de la haute direction politique des jeunes, comme le maire de Ouida, comme le maire de Manikwara. Ce ne sont pas des vieux, ce sont des personnes qui acquièrent de l'expérience politique au fur et à mesure que les événements politiques évoluent. Les réformes politiques ont quelque chose de fondamental aujourd'hui, que nous échappons à l'ancien mécanisme qui consistait à placer les gens à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, c'est comme nous sommes dans une école où vous passez de classe en classe. Il sera plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de conseiller communaux, de maire, d'être ici au sommet. Donc, c'est une question de gradation, de stratification politique désormais. Donc, on ne peut pas dire les jeunes, c'est une réalité, mais le jeune ne peut être placé, à mon avis, que lorsqu'il est méritant. Il ne suffit pas de dire je suis UPR. Il y en a, mais tout le monde. Vous voyez la quantité de personnalités de jeunes à l'intérieur de l'UPR. Tout le monde ne peut pas être à la fois. C'est tellement que les élections générales de 2026 sont une occasion pour positionner tout cela, parce qu'il faut positionner des candidats pour les élections communales et municipales, il faut positionner les candidats pour les législatives. C'est tellement que personne ne sera de part et d'autre. Et il y aura certainement un candidat ou des candidats pour la présidentielle au sein de l'UPR. C'est une occasion. Nous sommes dans un système progressif qui permettra aux uns aux autres de se confirmer. Et puis, c'est pas pressé. J'ai vu beaucoup de jeunes, mais tout le monde n'a pas le même relief. Évidemment. Tout le monde n'a pas le même relief politique, tout le monde n'a pas le même relief intellectuel. Et il y a une différence entre être un leader et être en position de leader. Ce n'est pas la même chose. Lorsque vous êtes en position de leader, vous pouvez ne pas être un leader et être en position de leader. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'efforcent
à être en position de leader, mais qui ne sont pas les leaders, qui doivent se faire et se refaire pour atteindre cette étape-là. Nous allons laisser le débat relatif à la jeunesse et évoluer. En ligne de mire, les élections générales de 2026, quels sont les défis qui s'imposent à cette formation politique? Je crois que fondamentalement, le défi qui s'impose, c'est que ce parti politique est la première force politique, c'est de maintenir cette force politique, c'est-à-dire quoi? C'est de travailler encore davantage pour maintenir cette première force. Les élections de 2026 sont des élections générales, il faut travailler, au niveau de toutes les circonscriptions électorales, les instances du parti, il faut véritablement que la personne qu'il faut soit placée à la place qu'il faut. Et c'est très important à mon avis. Et ne pas oublier également les camps d'en face. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont l'onction du chef de l'État. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont aux affaires. Ce parti est aux affaires. Et donc, ils doivent tirer d'abord leçon des législatives de 2023. Et puis après, travailler fondamentalement à ce que ce parti puisse véritablement conquérir le pouvoir d'État et les essayer à nouveau, parce que ce parti accompagne les actions du chef de l'État. Donc, on estime que c'est un parti du président de la République. Et donc, le parti doit travailler peut-être de concert avec son autre parti, si à moi le BR, ou avec un autre parti pour pouvoir véritablement gagner les élections. Les deux partis refusent souvent le qualificatif de siamois. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Je crois que c'est le président Moussou Boulo qui l'a dit. Avec la machine... Avec la condition actuelle, oui. Je pense qu'il n'y a pas de président de la République en 2026 sans l'UPR. Parce que, eh bien, ils sont une force politique sur le terrain. C'est évident. Les enjeux, comme vous le demandiez, l'UPR a l'obligation d'avoir plus de conseillers communaux et municipaux en 2026. L'UPR a l'obligation de dépasser la barre des 56 députés en 2026. L'UPR a certainement l'ambition de diriger le Bénin à partir de 2026. Mais ça peut être une ambition, mais ils n'ont pas toute la solution. Celui qui a la solution aujourd'hui s'appelle Patrice Talon. Comme d'autres partis de la mouvance, ont envie bien d'avoir leur candidat à la présidentielle, mais tout ça, c'est un jeu de symphonie dont le chef d'orchestre n'est personne d'autre que Patrice Talon. Alors, actuellement, on assiste à une vague de suscitation de candidatures, ce qui va à l'encontre de l'esprit même de la réforme du système partisan. Mais curieusement, certaines fois, c'est bien l'œuvre de certains militants de l'Union progressiste, le Renouveau par exemple. Oui, je crois que nous sommes à 2 ans et demi, 3 ans des élections générales, pour ne pas dire de la présidentielle. Vous savez, il y a ceux qui se précipitent aujourd'hui, il y a un facteur qui pourrait jouer en leur défaveur, c'est le temps. Le deuxième facteur, ce sera le contexte de 2025-2026. Et le troisième facteur, c'est qui choisira le chef. Ces 3 facteurs-là doivent être mis ensemble. Mais on ne peut pas accuser ceux-là qui se décident de supporter, de susciter la candidature d'un membre de la mouvance ou de n'importe qui. Vous voyez, ce qui s'est passé en 2016, certainement que si le président Boni Yayi avait éveillé ses militants plus tôt, en 2014, ou avait choisi celui qui va lui succéder en 2014 ou début 2015, même si les résultats de 2016 auraient été les mêmes, il pouvait y avoir quelques différences de donne. On ne peut pas avoir vu ça en 2016 et se taire et être devant le fait accompli. On ne peut pas. La mouvance, les partis de la mouvance aujourd'hui ne peuvent pas nous proposer un candidat en 2000 ou leur candidat à la fin 2015, à la fin 2025. C'est pas possible. On a ce temps-là, 2023 qui s'en va finir. Nous avons 2024. Logiquement, en 2024, on doit savoir qui va succéder à M. Patrice Talon. C'est une manière d'avoir de l'avance sur les autres. C'est une manière de ne pas surprendre aussi. Vous savez, tout le monde n'a pas la même popularité. Donc, vous mettez du temps pour faire connaître ceux-là qui vont porter l'étendard. Et il y a un enjeu principal en 2026. Tous ceux qui se sont dit partisans de M. Patrice Talon, tous ceux qui sont au BR et à l'UPR n'ont aucun intérêt que la machine leur échappe. Parce qu'ils en seront les premières victimes. C'est évident, parce que M. Patrice Talon a pris le risque de jeter beaucoup de pierres dans les guêpières. Et ces victimes-là, il ne sera pas seul victime. Il y a aussi ces militants
qui étaient d'autres partis politiques qui avaient supporté Borinyayi, qui avaient supporté Kérékou, qui l'ont supporté, qui supporteront celui qui va lui succéder et qui aussi ont intérêt à continuer leur vie politique de la manière la plus aisée. Sergino Lokossou, le champ politique qui est très actif, et la réforme du système partisan qui a été prouvée à l'aune des suscitations de candidatures tous azimuts. Évidemment, avant même ça, on avait constaté qu'il y avait la transhumance politique dans la faveur. Avant les élections législatives de 2023, on a constaté que c'était également une faiblesse dans le même camp. Dans le même camp. C'était une faiblesse du système partisan. Le système partisan qui a été initié par le chef de l'État. Et donc, on se dit que le camp du chef de l'État allait mieux intérioriser le système partisan. Mais on a constaté que c'est au sein de la mouvance présidentielle qu'il y a eu la transhumance. Beaucoup de transhumance à la veille des élections législatives. Après les législatives, on a constaté que les suscitations de candidatures, c'est également dans le camp du chef de l'État. Je ne vais pas citer de nom, mais on a constaté que c'est également dans son cas. Le chef d'État n'a rien dit par rapport à ça. Il n'y a pas de communiqué officiel. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Maintenant, je pense que le système partisan est éprouvé par la mouvance présidentielle, de sorte qu'on se dit, à part le chef de l'État, il n'y a qu'une poignée de personnalités qui maîtrisent réellement ce système partisan. Parce que ce qu'on a refusé en instaurant cette réforme, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, la transhumance. On voit les suscitations de candidatures avant même l'échéance de 2026, enfin, avant l'ouverture, je vais dire comme ça, des élections de 2026. Et on se dit aujourd'hui, est-ce que les partis qui sont régulièrement constitués et qui ne suscitent pas de candidature, quel est le rôle que jouent véritablement ces partis de la mouvance quand on sait que c'est au sein de la mouvance qu'on suscite des candidatures? Je me pose la question. 30 secondes pour finir avec le sujet. Mais toujours est-il que 2026 est là, on ne peut pas jouer 2026 avant 2026. On attend de voir le contexte, on attend de voir 2025 pour voir ce que 2026 va donner. Wait and see donc. Wait and see. Il n'y a pas à accuser ceux qui on va finir avec ce sujet. On ne peut pas les accuser. De Cotonou, rendons-nous à Dakar, c'est dans la rubrique Interactif. Je reste avec vous, Sergino Lokossou. À Dakar, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko continue sa grève de la faim en prison. Il refuse de se faire administrer des soins. Suite à un malaise, il a été admis en réanimation. Il a repris connaissance, mais demeure très faible. Curieusement, il refuse toujours de s'alimenter. Je crois que c'est, comme l'a dit Aminata Touré, ancien Premier ministre, ancienne ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et que c'est la forme extrême de réclamation de droits ou de lutte, la grève de faim. Et elle a invité Ousmane Sonko à laisser la grève de faim, que le combat doit se mener vivant, pas mort. Et donc je pense que si Ousmane Sonko, c'est vrai qu'il est en prison, c'est vrai qu'on lui reproche un certain nombre de choses, c'est vrai qu'il veut également aller à la présidentielle de 2024, il a été éjecté de la liste, il n'est pas électeur, il sera non plus candidat à cette élection, mais je pense que Ousmane Sonko doit quand même essayer de revoir sa position, parce que la lutte, ça ne se mène pas mort. La lutte se mène quand on est vivant. Et donc, c'est vrai qu'il est en train de mener une lutte, c'est vrai qu'il draine du monde quand il sort, c'est vrai que sa mort va créer quelque chose d'autre au Sénégal, c'est certain, mais je pense que le mieux c'est qu'il reste vivant, le mieux c'est qu'il mange, et il a mangé un peu au cours de la semaine. On espère qu'il va finalement continuer par manger pour quand même essayer de réclamer ses droits. Il faut réclamer ses droits quand on est vivant, parce que mort, on ne pourra plus arriver à réclamer de droits. Une question qui se fait récurrente, jusqu'où ira Ousmane Sonko? Ousmane Sonko qui a été radié de la fonction publique, radié des listes électorales, il ne pourra pas candidater pour la présidentielle à venir. Il a été emprisonné suite à une série de procès. La grève de la faim demeure-t-elle le seul moyen d'expression de son mécontentement, de sa révolte? Peut-être c'est le seul moyen qu'il a aujourd'hui. Mais il faut constater que de partout, on a fait le mieux autour de lui. Et nous sommes en face là de l'expression de la force d'un régime présidentiel. Dans l'histoire, vous comprenez que l'histoire récente de Sonko, vous comprenez qu'il a la force, où il avait démontré toute la capacité de mobiliser de la foule dans les grandes villes du pays. Et c'est par ces mouvements
que le président Macky Sall était peut-être obligé de renoncer à un troisième mandat. Alors, lorsqu'il a empêché M. Macky Sall d'avoir cette possibilité-là, c'est de la réponse du berger à la bergère. Vous m'avez empêché, vous n'irez pas, vous ne serez pas le prochain président de la République. Sauf extraordinaire, Ousmane Sonko ne sera pas le prochain président du Sénégal, sauf extraordinaire. Parce qu'il aurait fallu être électeur ou éligible pour être candidat. Il n'a plus aucune de ces possibilités-là aujourd'hui. Et la grève de la faim, peut-être pour alerter l'opinion internationale sur son cas, mais ça ne finira pas. Cette grève n'est pas dans nos cultures. Lorsque vous êtes confiné, lorsque vous avez le dos au mur, il faut trouver les solutions propres pour survivre politiquement. Même s'il meurt physiquement, sa lutte va continuer. Mais attention, lorsqu'on est homme politique, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte des hommes en face. Et il faut avoir le discours mesuré face à la qualité de l'homme que vous avez en face. Vous savez, vous prenez un monsieur comme Macky Sall, on peut dire tout le mal de lui, mais c'est un monsieur qui a de la culture politique. Il a fait l'école des vieux. Il comprend ce qu'on appelle politique et on peut décider d'esquinter un homme politique. Aujourd'hui, le président Macky Sall préfère avoir comme interlocuteur un certain Karim Wade qui était répudié politiquement. Mais c'est comme s'il pactisait avec son bourreau d'hier. Préfère avoir un certain Khalifa Sall comme... et puis, ceux-là ont la possibilité aujourd'hui de partir. Mais aujourd'hui, on a décidé d'éteindre Ousmane Sonko. Certainement qu'à un moment donné, il a été trop confiant dans l'euphorie populaire. Ça ne suffisait pas pour faire toute la lutte. C'est un jeune que tout le monde admire, qui fait la popularité sur le continent. Mais dans les réalités internes, il n'a pas cette profondeur d'analyse de la situation qui t'a pouvoir s'arrêter au moment où il fallait le faire. Aujourd'hui, il est victime c'est peut-être dur de dire qu'il est victime de lui-même. Il est peut-être victime de sa politique, de son jusqu'au-boutisme. Et c'est une leçon pour les autres. Il y a une façon d'affronter ceux qui sont en face. Nous ne sommes pas dans un régime semi-présidentiel où lorsque vous avez une majorité parlementaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un régime présidentiel. Le président peut décider de finir avec vous. Et nous voyons comment on a décidé. Macky Sall a décidé de finir avec vous. N'est-ce pas tristissime que tout ceci se passe dans un régime démocratique? C'est aussi la démocratie. La démocratie, c'est la force. Alors, Sergino Lokossou, l'horizon s'obscurcit, s'assombrit pour Ousmane Sonko. A-t-il encore un avenir politique? Je pense que tout dépendra de lui. S'il arrête la grève de faim, s'il survit à cette grève, s'il ne continue pas cette grève jusqu'à... Il n'est plus électeur, il n'est plus éligible. Oui, d'abord, il faut qu'il soit vivant. Et puis après, on va regarder du côté de Macky Sall. Mais je pense que... Peut-on encore assister à un retournement de situation? Je pense aujourd'hui que Ousmane Sonko, pour l'heure, ses avocats se mettront en ordre de bataille pour continuer dans leur célérité habituelle. Parlant d'avocats, il y a Branco qui a été rapatrié. Évidemment, il a été rapatrié, mais il est très actif sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai lu avant de venir. Mais le combat ne se mène pas sur les réseaux sociaux. Le combat se mène dans les prétoires. Il met des informations concernant son client Ousmane Sonko. Je pense aujourd'hui qu'ils vont peut-être se mettre en ordre de bataille, les avocats sénégalais et étrangers, notamment Juan Branco, qui sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, met des informations concernant son client. Je pense également que tout dépendra également du régime en place, du régime de Macky Sall. Et c'est lui qui va essayer, mais pour le moment, je ne crois pas que Macky Sall puisse encore admettre que Sonko arrive encore sur la liste électorale. Ousmane Sonko aujourd'hui s'appelle Macky Sall. Et je ne vois pas Sonko dans une posture de mea culpa. Il a dépassé ces étapes-là. Il a dépassé totalement ces étapes-là. Aujourd'hui, il a fait le gargantua. On l'a fléché en plein cœur. Il s'est écroulé, il n'est pas encore mort. Il faut prier qu'il ne meure pas. Physiquement et politiquement, son parti a été dissous. C'est ça. Son parti a été totalement dissous. Et donc, il n'y a plus de force politique. Il y a des partisans isolés qui sont avec lui. Mais ça ne suffit pas. Le Sénégal fera la prochaine présidentielle
sans qu'on ait le nom de Ousmane Sonko sur la liste des candidats. Malheureusement. Malheureusement. Il faut quand même essayer d'épailler le chaos au Sénégal, notamment les partisans de Ousmane Sonko. On ne sait jamais ce qui peut advenir dans les jours et les semaines à venir. C'est essayer de quand même d'éviter le chaos, c'est-à-dire d'aller saccager les biens publics comme le font si bien ces partisans. Le vandalisme également. Donc il ne faut pas que les intérêts égoïstes et personnels des acteurs politiques puissent empêcher le développement du Sénégal. C'est très important à mon avis. Finissons à présent avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Aïcha Tremblay, ça vous dit certainement quelque chose? J'ai vu ça sur la toile, une burkinabé, une danse qui n'a rien d'autre, qui n'a rien de différent que le massacre de Adjaoui. D'Abranco. Mais bon, vous avez chacun avec son étoile, chacun avec ses chances. Bon, moi, ça ne m'a pas dit grand-chose, mais j'ai suivi les commentaires aussi. Alors, c'est un concept en vogue en Côte d'Ivoire. À l'origine, il s'agissait d'un clip vidéo de l'artiste burkinabé DJ Domi, dans lequel on voit une jeune fille prénommée Aïcha, qui danse peut-être le Bassegorou, dont on parle. Alors, le clip a eu un succès viral, phénoménal. Partout, on parle de Aïcha Tremblay sur le continent, notamment dans l'espace francophone. Je pense que c'est à côté de nous, on a eu ce cas ici au Bénin. C'est le cas DJ Kouklik va valider le DJ Sommet des sommets. Ce que moi je vais peut-être reprocher à cela, c'est qu'il n'aura pas un bon management autour de cette fille, parce que j'ai suivi une de ses interviews. Elle disait qu'elle ne connaît pas d'homme, Marie, ça ne lui dit rien, mais au-delà de tout ça, c'est qu'il y ait un bon management. Aujourd'hui, Kouklik validé, ça s'est arrêté. On ne semble plus. C'est souvent des succès éphémères. Et donc, comment on peut arriver quand même à construire autour de cette fille une industrie en griffe pour que ça puisse vraiment, parce qu'elle est burkinabé, elle est en Côte d'Ivoire. Comment on peut faire? C'est vrai que le Burkina Faso, il y a des tensions, mais il faut quand même que le Burkina essaye de mettre sur orbite cette fille. Et peut-être que ça va l'aider et ça va quand même aider son pays également. C'est l'expression de la magie des réseaux sociaux, de parfaits inconnus qui deviennent du jour au lendemain des stars. Elle devient la nouvelle sensation. Des héros, parfois sans contenu. Mais, comme je l'ai dit, chacun a son étoile. Peut-être que c'est à partir de cette opportunité, j'appelle ça opportunité, qu'elle peut saisir ses chances. C'est possible. Mais il faut, comme l'a dit mon vis-à-vis, il faut du travail autour, il faut la soutenir, il faut l'amener à aimer le bon et le beau. Elle a été reçue par le directeur général du bureau des droits d'auteur burkinabé. Elle a été reçue avec son mentor. Apparemment, le pays veut en faire un produit exportable. On espère bien, parce que même à côté de nous, on a vu beaucoup de rencontres avec DJ Sommet des sommets et Kouklik validé, mais qu'est-ce que ça a donné finalement? Rien. Ce que ça a donné, c'est que à la veille des anniversaires, on l'entend, il prend les prénoms de certaines personnes et puis il fait sa musique avec. Je pense que c'est vrai de rencontrer le directeur, mais qu'à la fin de ces rencontres, qu'il y ait quand même une structuration autour de cette fille. Il faut un encadrement, parce qu'elle dit elle n'est pas intéressée par Marie, donc c'est une jeune fille, elle ne connaît rien. Comme l'a dit le docteur, elle est sans contenu. Il faut qu'il y ait de contenu, parce que c'est une opportunité. Elle est devenue la nouvelle sensation des réseaux. Mais il faut qu'il y ait quand même un encadrement. Moi, je milite pour ça, un encadrement, un bon management autour d'elle. Si elle n'a pas une formation, qu'on lui donne une formation. Si elle veut faire ça, elle veut faire de la danse une profession, qu'on l'aide à se former dans la danse. Et puis, alors, pour vous qui êtes docteur en communication, quel marketing faut-il mettre en branle? Vous demandez une consultation. Ça dépend du contexte, ça dépend de la cible, ça dépend des moyens à mettre en œuvre. C'est un ensemble d'appareillage qu'il faut mettre en branle si on veut avoir un résultat probant. Merci à vous, Dr Eugène Alosupo, analyste politique. Merci pour cet exercice de décryptage. C'est Gino Lokosu, journaliste, analyste politique, producteur de contenu média à la primeur. Merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs.
Bonsoir chez vous.